Bonjour à tous. Alors moi je suis venu vous parler des usines, mais avant de vous parler des usines, je voulais remonter de quelques crans au-dessus et de vous parler de la croissance économique mondiale. C'est un sujet qui nous intéresse tous. Et quand on regarde les chiffres, on s'aperçoit que la croissance économique mondiale s'essouffle. Et ça, c'est un vrai souci, parce que la croissance économique, c'est quelque chose qui est important pour nos sociétés. Sans croissance, on a un souci. Imaginez, je prends une anecdote, une analogie, imaginez un gâteau dont la taille ne grossit pas sur une table autour de laquelle le nombre de convives, lui, ne cesse d'augmenter. Qui ne se battrait pas pour avoir une part plus grosse du gâteau, ou pour au moins conserver la sienne? La croissance économique, c'est vraiment important pour nos sociétés. Alors essayons de la retrouver. Quand on cherche un peu dans l'histoire, on s'est aperçu que cette croissance économique, il y en a eu. Il y a eu des grandes périodes de croissance. Et à chaque fois, ces grandes périodes de croissance ont été accompagnées de grandes révolutions industrielles. C'est arrivé 3 fois dans l'histoire récente, toutes les 50 ou les 60 ans. La première fois, c'était la machine à vapeur. C'était dans la deuxième partie du 19e siècle. C'était la première révolution industrielle. La deuxième fois, ça a été au début du XXe siècle. Ça a été le Fordisme, le Taylorisme, la nouvelle organisation du travail. La troisième fois, plus près de nous, dans les années 1970, c'était la première grande vague d'automatisation dans nos usines. Alors pourquoi est-ce que ces périodes de révolution industrielle ont vraiment créé beaucoup de croissance dans nos économies? Alors c'est assez simple. Pour croître, il faut qu'on produise plus. Et pour produire plus, soit il faut plus de main-d'œuvre, soit il faut plus de machines, soit il faut plus de productivité. La productivité de la main-d'œuvre ou des machines. Et à chaque fois, la productivité a été le déclencheur de cette croissance. Alors moi, je suis là aujourd'hui pour vous dire qu'on est à l'aube d'un nouveau grand changement et que ce changement va venir de nos usines encore une fois. Ça va résoudre notre problème de croissance, mais ça va aussi changer les flux mondiaux tels qu'ils ont été dessinés depuis les dernières décennies. Alors, ce n'est pas comme si on n'avait rien fait avec nos usines depuis les dernières années. En fait, on a fait beaucoup d'efforts, on a dépensé beaucoup d'efforts pour essayer de les réanimer, de les revitaliser, mais aucun de ces efforts n'a été le vrai grand changement qu'on espérait pour renouer avec la croissance. Alors, la première chose qu'on a fait, c'est qu'on a pris nos usines et qu'on les a mis dans les pays émergents. L'objectif de cette délocalisation, ça a été de tirer parti de main-d'œuvre bon marché. Alors ça, le problème, c'est que ça ne crée pas de productivité. D'ailleurs, au global, quand on transfère ces productions, ça a tendance plutôt à baisser la productivité globale. Mais le problème, c'est que ça permet de gagner de l'argent que pendant un certain laps de temps, parce que les économies à coût de main-d'œuvre bas ne restent pas des économies à coût de main-d'œuvre basse pendant très longtemps. Regardez les salaires en Chine aujourd'hui. Donc on a délocalisé nos usines et ensuite on a essayé la deuxième chose, c'est qu'on a essayé d'en faire des méga-usines. Donc on a augmenté leur taille et on les a spécialisées par type de produit. L'idée, c'était de capturer des effets d'échelle. L'idée, c'était qu'on puisse fabriquer dans une usine beaucoup d'un seul type de produit, les stocker et les vendre à la demande. Alors ça a créé pas mal de productivité. Mais en fait, ça a créé beaucoup de rigidité dans nos supply chains, dans nos chaînes d'approvisionnement mondiales. Prenons un exemple. L'exemple de la mode. Toutes les industries de la mode traditionnelles ont construit ces chaînes d'approvisionnement avec des usines dans les pays à bas coût, un mode de fonctionnement en stock et des délais d'approvisionnement très longs. Et quand des concurrents plus agiles, comme Zara par exemple, ont commencé à faire du réassort de leurs magasins, non pas à chaque collection hiver-été 2 fois par an, mais 1 fois par mois, aucune de ces entreprises traditionnelles de textile n'a été capable de suivre le rythme à cause de leur supply chain. Et la plupart d'entre elles sont en grande difficulté aujourd'hui. Alors, malgré tous leurs défauts, ce sont les usines qu'on connaît aujourd'hui. Quand on ouvre leurs portes, elles ressemblent à ce qu'elles étaient il y a 50 ans. Ce qu'on a juste fait, c'est qu'on a changé leur localisation pour les mettre dans des pays à bas coût. On a changé leur taille pour en faire des très grosses usines. Et puis, on a changé leur mode de fonctionnement pour qu'elles fonctionnent sur un mode de monoproduit et de production sur stock. Est-ce que vous connaissez beaucoup de choses
qui ressemblent à ce qu'elles étaient il y a 50 ans. En fait, on arrive au bout d'un modèle et on voit bien qu'il faut qu'on arrive à réinventer ce modèle-là. Alors après qu'on ait passé beaucoup de temps à essayer de rénover nos usines et de les revitaliser, on a pensé que la croissance pouvait potentiellement venir d'ailleurs. Et on s'est tourné vers le monde des services. On espérait beaucoup du monde des services. Et en fait, il y a eu plein d'innovations technologiques dans le monde des services. Pour en nommer qu'une seule, l'Internet. Alors on a pensé que ça allait créer de la croissance. Et de fait, Internet, ça a changé notre vie, ça a changé le monde des médias, le monde des services, le monde des télécoms, mais en fait, ça n'a pas fait grand-chose pour la productivité. En fait, de façon surprenante, la productivité est encore sur le déclin, malgré tous ces problèmes d'innovation. Je vais vous le montrer dans un instant. Voilà. En fait, le monde des services est un monde qui, malgré toutes les nouvelles technologies qu'on y injecte, n'arrive pas à créer de la productivité. Et en fait, c'est pour ça qu'on a un problème de croissance. C'est que d'une part, on n'a pas réussi à réinventer le monde industriel, le monde de nos usines, et puis d'autre part, on a laissé un certain nombre de grandes technologies jouer à côté du monde de nos usines. Mais qu'est-ce qui se passe si jamais on arrive à réconcilier ces deux mondes? Qu'est-ce qui se passe si jamais le monde des nouvelles technologies rencontrait enfin le monde des usines? C'est la 4e révolution industrielle, celle dont on parle d'aujourd'hui, et ça va créer énormément de productivité, un choc de productivité dans nos usines. On parle de 30 à 40% de productivité, et ça, c'est de nature à résoudre notre problème de croissance. Alors, laissez-moi vous parler de quelques-unes de ces nouvelles technologies que vous avez, je suis sûr, pu découvrir dans cette salle, dans ce salon. Alors la première, est-ce que vous avez déjà rencontré les nouveaux types de robots avancés? On les appelle les cobots. Donc ce ne sont pas des robots en cage, ce sont des robots qui font à peu près la taille d'un humain, qui d'ailleurs sont prêts à collaborer avec cet humain, et qui sont programmables pour faire de façon très rapide des tâches qui sont très complexes et non répétitives. Alors juste un chiffre, aujourd'hui dans nos usines, seuls 8% des tâches sont automatisées aujourd'hui. Demain, grâce à ces robots, et ces tâches, excusez-moi, c'est des tâches qui sont très répétitives et très peu complexes. Demain, grâce à ces robots, c'est 25% des tâches qui pourront être automatisées dans des usines. Ça veut dire qu'en 2025, les robots avancés, ces cobots, vont pouvoir collaborer avec les humains pour être ensemble 20% plus productifs, pour produire 20% de croissance en plus. Alors ce n'est pas un rêve, c'est une réalité. Aujourd'hui, ces robots, l'année dernière, ces robots ont aidé Amazon à préparer et à expédier tous les produits nécessaires pour le Cyber Monday. Je ne sais pas si vous savez ce que c'est que le Cyber Monday, mais c'est le pic annuel de la vente en ligne de produits électroniques. Et l'année dernière, aux États-Unis, les consommateurs ont dépensé plus de 3 milliards de dollars ce jour-là sur des produits de biens de grande consommation. Ça, c'est de la vraie croissance économique. Alors ensuite, un autre exemple, il y a la production additive, ou ce qu'on appelle l'impression 3D. Alors vous savez, l'impression 3D, ça a déjà révolutionné le monde des plastiques, et maintenant, c'est en train de révolutionner le monde du métal. Alors je vais vous donner un autre exemple. Dans le monde de l'aéronautique, une des pièces les plus compliquées à produire, ce sont les injecteurs de kérosène dans les moteurs. Pourquoi? Parce que la forme est très complexe, et en fait, pour la produire, il faut produire 20 pièces unitaires qu'il faut ensuite, de façon fastidieuse, assembler entre elles pour en faire l'injecteur de kérosène. La matière première, c'est du titane. C'est très cher, le titane. Et dans ce mode de production traditionnel, il y a beaucoup de gaspillage de matière. Et les rendements ne sont pas bons. Les acteurs de l'aéronautique utilisent maintenant la production additive, ce qui leur permet de construire l'injecteur de kérosène, en une pièce. On n'a plus ces 20 différents produits, on a un produit en un. Il n'y a plus de perte de matière première dans ce procédé. Et donc, le résultat, c'est 40% de productivité en plus pour cette unité, pour cette filière économique spécifique. Mais en fait, là, je vous parle beaucoup de productivité, mais la productivité, ce n'est pas la chose la plus passionnante de cette nouvelle révolution industrielle. La chose la plus passionnante, c'est que cette révolution industrielle va nous permettre de
produire de meilleurs produits, des produits plus intelligents pour chacun d'entre nous. C'est ce qu'on appelle la personnalisation de masse. Imaginez un monde où vous pouvez acheter le produit qui vous va, la crème de soin adaptée à votre peau, la chaussure de sport adaptée à votre pied, les vêtements adaptés à votre taille, dans les mêmes coûts et dans les mêmes délais qu'un produit de masse. Et bien c'est ça que cette nouvelle révolution rend possible. Aujourd'hui, ces robots autonomes dont on a parlé, ces cobots, on peut les programmer instantanément pour produire n'importe quelle tâche non répétitive, n'importe quel produit non répétitif. La production additive permet instantanément de fabriquer n'importe quel design de produit customisé. On est maintenant capable de produire un lot unitaire, un lot d'un produit, un lot de votre produit, au même coût et dans les mêmes délais qu'un lot de production de masse. C'est ça la grande révolution. Alors, au Grand Palais aujourd'hui, vous pourrez voir plein d'autres nouvelles technologies. Et je ne vais pas rentrer dans le détail de chacune d'entre elles, mais chacune d'entre elles, individuellement, va avoir le même impact sur la productivité et le même impact sur la flexibilité que celle dont je vous ai parlé aujourd'hui. Et ça, productivité et flexibilité, c'était les deux éléments qui nous manquaient pour résoudre notre problème de croissance. Alors, il va y avoir de grands changements grâce à cette quatrième révolution industrielle. Pourquoi il va y avoir de grands changements? D'abord, parce que les usines vont revenir au plus près des marchés de consommation. On va avoir le phénomène inverse de la délocalisation, on va avoir un phénomène de relocalisation. Dans le monde de la customisation de masse, de la personnalisation de masse, ce qui compte, c'est d'être proche des consommateurs. C'est ça qui permet d'avoir des délais très courts et des coûts de transport les plus bas possibles. Ensuite, nos usines vont être plus petites, plus flexibles. C'est fini les méga-usines. Dans ce nouveau monde de la quatrième révolution industrielle, ce qui compte, c'est l'agilité. Ces usines ne vont plus opérer sur stock, elles vont opérer à la demande et fabriquer des produits de lot unitaires. Le changement va être très important. Les flux mondiaux, qui ont tous été structurés autour d'un flux de l'Est des pays émergents vers l'Ouest des pays matures, vont être transformés et vont se remplacer par des flux régionaux, l'Est pour l'Est, l'Ouest pour l'Ouest. Quand on y pense, l'ancien modèle était insensé. Il créait énormément de stocks et il faisait en sorte que des produits fassent plusieurs fois le tour du monde avant d'atteindre le client final. Le nouveau modèle, qui consiste à produire bien plus près des consommateurs, est bien meilleur, il y aura moins de gaspillage et il est bien meilleur pour l'environnement. Alors ça, c'est une chance pour les industries matures, pour les économies matures, comme la France, comme les États-Unis, comme l'Europe. Les usines vont revenir chez nous, ce qui va créer plus de productivité, plus de croissance et donc plus d'emplois. Alors ça peut paraître une bonne nouvelle, mais en fait, il va falloir qu'on se transforme, que nos économies se transforment pour être capables d'attraper cette opportunité. On va devoir former à nouveau nos ouvriers dans nos usines, l'école blanc dans nos usines, pour être capable d'être prêts à ce changement-là. Dans les dernières années, on n'a pas arrêté de dire à nos enfants que le monde des usines, le monde de la production était quelque chose qui ne nous intéressait pas, c'était quelque chose qui se passait très loin, dans les pays émergents. Et bien, il va falloir qu'on change cette dynamique et qu'on apprenne le manufacturing, la production, à l'université. C'est aussi une chance pour les pays émergents. Alors bien sûr, les pays émergents, comme la Chine, vont arrêter d'être l'usine du monde dans ce nouveau modèle. Mais en fait, c'était un modèle qui n'était pas soutenable sur le long terme. Parce que comme on l'a dit tout à l'heure, les coûts de main-d'œuvre dans ces pays émergents convergent vers les coûts de main-d'œuvre dans les pays développés. Juste un exemple, l'année dernière, il était aussi cher de produire en Chine, dans l'ouest de la Chine, que dans le sud des États-Unis. On est aujourd'hui à parité. Le nouveau modèle va en fait accélérer la transition de ces économies émergentes vers un modèle qui est tiré par la consommation intérieure. Et ça, c'est bien parce que c'est là où la croissance va être générée dans les prochaines années. En Chine, les nouveaux consommateurs en Chine vont injecter plus de croissance dans les prochaines années que le top 5 pays
européens réunis. Et la révolution industrielle va permettre à la Chine de produire des meilleurs produits adaptés pour ces nouveaux consommateurs. Alors cette nouvelle révolution, c'est une chance pour chacun d'entre nous, pour les pays matures et pour les pays développés. Et si on arrive à la saisir, à ce moment-là, c'est un meilleur avenir pour nous tous et un meilleur avenir pour nos enfants. Merci beaucoup.